Donc voilà, le sujet, l'histoire de la pêche de 1960 à 1990. Pourquoi cette période? Parce qu'il faut fixer une période. Parce que c'est la période où est-ce que cette pêche apparaît en Guyane. Parce qu'avant, il n'y avait pas de pêche crevetière, à tout le moins. Et nous verrons un peu comment se portait la pêche artisanale à cette époque. Donc, en résumé, parce que j'aime bien résumer avant de commencer mon propos, que j'espère sera clair, nous avons un contexte que je vais préciser d'après-guerre, de guerre froide, et ce qu'on oublie, la Guyane est dans le monde, donc de prise de position géopolitique des deux camps, USA, à l'époque URSS. Aujourd'hui, ça nous rappelle un peu quelque chose qui a déjà existé. La recherche et l'investissement dans tous les domaines possibles de production de ressources naturelles à cette époque. Le potentiel pour les industries de ces pays, que ce soit USA et URSS, et surtout l'exploitation des matières premières et des ressources pour leur propre marché. Et le gouvernement, à cette époque, déjà fait le constat de cette ressource abondante. Les ressources sont abondantes. On verra que la production et l'exploitation de ressources des matières premières en Guyane a toujours été une problématique évidente, mais toujours contrariée. Mais laisse l'exploitation de la pêcherie à des capitaux étrangers américains, alors que pendant ce même moment, il y aura un conflit de la langouste qui se perpétue sur la zone économique maritime du Brésil, ce qui nous laisse un peu perplexes. Donc la Guyane, par rapport à cela, va devenir une belle plaque tournante jusqu'à l'instauration des zones économiques exclusives que nous verrons. Et cela va nous amener vers la grosse volonté politique de décentralisation en 1982. Et on va voir francisation, guyanisation et comment tout cela va nous amener aujourd'hui avec toutes les contraintes que je vais vous présenter. Donc c'est vrai que j'ai préparé un petit plan académique, mais nous allons voir si nous le suivons ou si de toute façon mon propos m'amène au-delà de ce qui est prévu. Alors, j'aime bien de toute façon me déplacer. Ce contexte international de l'après-guerre nous amène dans un monde où tout est détruit, on va le rappeler, juste pour rappel, parce que c'est ce contexte qui fait que la pêcherie en Guyane va devenir intéressante, et pas seulement en Guyane, surtout le plateau des Guyanes et surtout l'arc caribéen. Nous allons le voir. Donc, il y a un rétablissement économique qu'il faut faire avec l'objectif d'assurer la paix, priorité des vainqueurs, conformation politique et idéologique des alliés autour des États-Unis et de l'URSS, chacun cherche son camp, deux blocs opposés et conquérants. Donc, pour petite histoire, tout le monde se souvient du plan Marshall, mais le plan Marshall a été mis aussi pour contrer cela, quoi. Parce que c'était vraiment tendu vers quel bord les uns et les autres pouvaient aller. Donc, dès 1946, les USA et leurs alliés mettent en place l'Organisation des Nations Unies avec toutes les satellites qui vont permettre d'implémenter les politiques sur les territoires des pays dits en développement. Nous allons voir ça. La justice, l'UNESCO pour le patrimoine, l'UNICEF pour les enfants, l'OMS pour la santé, la FAO pour l'alimentation et l'agriculture, l'OIT pour le travail, le FMI pour la monnaie, la banque pour la banque de recherche et pour le développement. Chacun dans leur domaine, on va voir comment ça va venir pour implémenter les politiques de prise de position géopolitique dans ce monde tourmenté par la guerre froide. Au niveau, on peut donc continuer sur la réaffirmation de ce qu'on appelle la coopération internationale avec la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la dynamique de reconstruction qui se propage au-delà des frontières européennes, parce que le plan Marshall ne va pas seulement intéresser l'Europe, le développement et l'exploitation des ressources naturelles dans le monde, qui va être pour les biomasses, donc tout ce qui est matière naturelle, qui va avoir un boom
pour les marchés des pays qui investissent. Et ce n'est pas autre chose au départ. Hein. Quand je vais conclure, on va aller vers ça. Et la Guyane est indirectement concernée. Elle est nouvellement département français. Et les Américains sont déjà en Guyane, hein, avec le Galion, avec Rochambeau. Donc c'est une continuité, même, un échange par rapport à la rétrocession de Rochambeau, de permettre aux Américains d'investiguer différents domaines, car les Américains ne seront pas seulement dans la pêche, ils seront aussi dans la mine et dans la forêt, précisément. Alors, je vais reprendre le mot précurseur de M. Élie Castor, qui disait déjà, sur cette période 1960-1990, il s'agit plus ici de constats que d'énoncer des faits. C'est une période où nous assistons à un développement accru des inégalités entre les États, dénommé rapport Nord-Sud. Les pays du Nord s'enrichissent, développent de nouvelles technologies, maîtrisent leur développement démographique, alors que la plupart des pays du Sud, nous en faisons partie, paraissent incapables de surmonter leurs dissensions internes et semblent des États naufragés sur le plan économique. Donc c'est ainsi que le président du Conseil général Élie Castor fait un constat, un résumé de cette période, et résumé auquel j'adhère. Au niveau national, on va revenir brièvement sur cette histoire qui nous rappelle que Félix Éboué a été un précurseur, un élément clé dans l'appel du 18 juin et dans la résistance de la France face à l'envahisseur nazi. La Guyane tâtonne, elle va se rallier en 1943, elle devient département en 1946, et le général de Gaulle, en 1965, va décider de l'implantation du centre spatial guyanais. Pourquoi je mets ça en lumière? La priorité, ce n'est pas la pêche, hein. La priorité de l'investissement français. L'investissement français doit aller sur la base spatiale. Et on va voir pourquoi, justement, même s'il y avait des capacités à investir directement dans le secteur de la pêche, ça n'a pas été fait. Donc la France s'est occupée à se redresser tout en préservant aussi son hégémonie là où elle peut, afin de sauvegarder une partie de son empire colonial. Ce n'est pas peu de le dire, c'est la réalité du moment. Donc, quelques illustrations pour nous rappeler quand les vieilles colonies deviennent des départements d'outre-mer, le projet de loi pour que la départementalisation se mette en place et la priorité de mettre en place la base spatiale. Le reste, c'était secondaire. Donc, en Guyane, toujours l'intérêt pour les anciennes colonies, tout faire pour les garder. Hein. De toute façon, c'est la grande période des décolonisations. Certains diront que la départementalisation, c'est une forme originale de décolonisation. Mais par contre, on sait qu'au niveau de la population, c'est un indéfectible attachement à la mère patrie jusqu'aux périodes où est-ce qu'on peut se cautionner. Mais ça a toujours été comme ça. Et je suis sûre qu'on serait surpris de voir que c'est encore comme ça, malgré tout ce que l'on peut croire ou les discussions que l'on peut avoir. N'oublions pas aussi qu'au niveau de la Guyane, l'exploitation des ressources naturelles, c'est toujours une récurrence de projets de développement. C'est une évidence, puisqu'il y a des ressources naturelles, mais très contrariées, des résultats mitigés, des projets qui restent sur le papier, et on regarde des moyens qui sont mis en œuvre, des dissensions entre les différents acteurs. La période aussi, c'est la fermeture du bagne. Le dernier forçat qui embarque en 1953 retourne en France, mais nombreux restent sur le territoire aussi. Par contre, la Guyane vivote, il existe une production vivière en abatis et pêche de subsistance. On va voir que même si les rapports nationaux indiquent que la pêche n'existe pas, moi j'ai pu retrouver dans la presse et dans les documents, et certainement il y en a d'autres encore, des velléités de sociétés locales qui se mettent en place, mais qui ne restent pas parce qu'elles ne sont pas aidées, certainement, et elles ne sont pas mises en avant. Mais il y a toujours eu cette volonté
d'avoir une pêche de subsistance, de se consacrer à la pêche, épervier, tramail, barrière chinoise et bien d'autres. De nombreuses petites productions se mettent en place pour la consommation locale, évidemment, mais ne suffit pas. Et justement, petit clin d'œil pour l'appropriation culinaire que l'on a par rapport à des produits exogènes tels que le saindoux, la margarine, la morue, le corned-beef, les arançors, la viande salée, la queue de cochon. Tout ça, c'est parce que insuffisance de produits pour l'alimentation locale. Donc, c'est rentré de fait dans notre, notre patrimoine culinaire. À l'époque, le Brésil est le premier partenaire commercial de la Guyane jusqu'à la fin, début des années 50. Le travail salarié est rare. On vit de petits jobs. L'orpaillage suscite toujours beaucoup d'intérêt. Et aussi, cela fait un appel d'immigration des petites Antilles, de Sainte-Lucie en particulier. On va voir que les Sainte-Luciens, la prochaine conférence, n'ont pas seulement travaillé dans l'or. Hein. Les Sainte-Luciens, on va le voir en tout cas dans le livre il y a beaucoup de Sainte-Luciens qui commencent aussi et qui travaillent dans tous les secteurs de production. Les Américains sont très présents. Alors, le livre que je mets en exergue de Rémi Perry-Duménil, qui est le plus récent et qui m'a beaucoup intéressé, et confirmé les thèses que j'avais concernant, un échange plus ou moins non dit, non écrit, de rétrocession de Rochambeau par rapport à une présence exploratoire, sinon pour exploiter nos ressources, est bien confirmé dans ce recueil. Il y a aussi d'autres éléments d'archives qui le confirment. Et fournissent à l'époque, il faut bien comprendre la présence, on le sait. Hein. Bon, de toute façon, j'ai pu avoir les témoignages de mon père, de mes grands-parents concernant la présence américaine, qui était grand pourvoyeur de matériaux pour tous les projets d'infrastructures. Et la petite histoire, c'est que le premier tronçon goudronné, évidemment, pour intérêt américain, était entre Rochambeau, Matoury, et ensuite Matoury-Cayenne, tout simplement par rapport à la présence américaine. Donc on voit bien que l'intérêt géopolitique de développement, quel qu'il soit économique ou social, est toujours là. D'où le rappel de l'importance géopolitique avec, j'étais trop vite. Base aérienne au départ, convoitise des USA jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis base spatiale européenne. C'est ça l'essentiel de l'intérêt géopolitique, en fait, qui est traduit par l'extérieur, par les grandes puissances. Alors, la pêche, que ce soit en Guyane, que ce soit sur le lac caribéen, n'arrive pas au hasard. Contexte géopolitique de guerre froide, il faut occuper des positions et c'est vraiment écrit. Il faut aller partout pour que le communisme ne s'installe pas. Alors, pour aller partout, on met par le biais des grandes institutions de l'ONU, tous les satellites que l'on a vus, on va mettre en place ce qui existe et qui va être intensifié, ce qu'on appelle l'expansion de l'aide au développement en pays ont besoin d'occidentalisation dixit. On voit bien l'ambivalence entre l'Est et l'Ouest, de toute façon. C'est ainsi que, du point de vue halieutique, on aura le grand déploiement des flottes scientifiques de pêche sur les océans du globe, pour l'exploration, pour les recherches en biologie marine. C'est la période faste de l'océanographie. Faune, flore, sol, les ressources diverses, les nodules métalliques, les ressources pétrolifères. Mais par contre, toujours derrière, il y a une recherche, la recherche d'un intérêt commercial, l'amélioration des techniques de pêche. Le chalutage, à cette période, va vraiment évoluer. D'un chalutage de côté, on va passer à un chalutage arrière, la scène tournante. On aura aussi une discipline très importante dans le domaine maritime et qui est la dynamique des populations prend son essor avec le chercheur Dr Gordon en 1954. Et après la mise en repos suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a une grande course à l'industrialisation des pêches
est lancée. Ce qui montre qu'on est tout dans cette effervescence pour que on ne peut pas laisser, on va pas laisser une zone inexploitée comme cela. Tout doit être exploité et occupé. Donc en 1950, on a les premières flottilles américaines qui vont balayer le plateau des Guyanes, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de zone économique exclusive. On peut, à part la zone côtière 12 000, pour des prospections plus ou moins approfondies. Ensuite, les missions japonaises vont prendre le relais. C'est ainsi que même du point de vue océanographique et halieutique, les plus vieux recueils de recensement et de zootechnie marine sont japonais ou américains. Donc les missions scientifiques sont alors rapidement remplacées par des pêches industrielles et commerciales soutenues par la FAO et la banque, le FMI. On va voir tout cela. Donc ici, j'ai retrouvé une très photo de mauvaise qualité, mais parce que c'est une édition de presse, de l'Orsum 2. C'est un navire de pêche qui a été construit en 1953 spécifiquement pour explorer les côtes, le domaine maritime guyanais. Ben, il ne fera pas long feu parce qu'il ne sera pas bien utilisé et pas bien géré. Donc quand même, on voit qu'il y a des volontés, mais qui ne sont pas suivies, qui sont sporadiques. Pour confirmer la mise en place de ces commissions techniques pour une volonté d'occuper, d'exploiter, de mettre en place des pêches commerciales, on a tous les rapports de la commission Caraïbes qui se déroulent à Port-au-Spain à l'époque et auxquels, dès 1952, le gouvernement français et les parties Guyane, Martinique, Guadeloupe sont pratiquement obligés d'y assister et vont suivre, en tout cas, les préconisations. Cela s'appelle les comités de recherche scientifique et technique qui sont mis en place et ça permet de recenser toutes les connaissances sur les ressources halieutiques, ce qui nous intéresse, mais il faut bien comprendre agricoles, forestières, minières, et pour la mise en œuvre de moyens pour l'exploration et l'exploitation de ces ressources. Donc il faut bien comprendre que tous les pays de la zone Caraïbe sont concernés, aussi bien Cuba, bien sûr, à l'époque. La délégation française est invitée dès 1952 à Port-au-Spain, Trinidad. Pourquoi? Parce qu'avant, Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'était encore des colonies. Donc au moment du passage en département, les délégations, sous l'égide des préfets, sont invitées pour y participer, pour mettre en place ce qui est demandé. Alors le départ, dans ces commissions, c'est le milieu anglophone, le milieu néerlandophone, le milieu hispanophone, et on a les francophones qui arrivent. Les francophones n'ont pas de données. C'est vrai que la collecte de données statistiques, les moyens, le personnel, la formation, pas de liste des espèces commercialisables, les points de débarquement, il n'y a rien. Et c'est un constat de voir comment, en tout cas par rapport aux autres régions, il y a toujours eu une carence peut-être dans ces aspects de collecte de données, tout simplement. Moi, je sais que j'assiste à des réunions encore, parce qu'on parle de collecte de données statistiques pour pouvoir faire les routes, pour pouvoir savoir comment la salinité évolue dans l'entrée au niveau de Montsinéry. Donc, c'est toujours le même problème récurrent. Même à l'époque, c'était bien nommé. Par contre, ces commissions permettent une belle divulgation, des bibliothèques extraordinaires pour le transfert de technologies, les recommandations, et on incite à mettre en place des coopératives de pêche. Là, je vais vous parler de l'action des États-Unis qui, à côté du plan Marshall, met en place ce qui s'appelle le Mutual Security Act Program, qui est un document volumineux qui détaille et qui incite les entreprises américaines à s'exporter, à venir investir dans ces zones où est-ce qu'il y a à faire, où est-ce qu'il n'y a rien. Pourquoi il faut investir? Parce qu'elles seront aidées. Il faut investir parce qu'il y a des opportunités pour avoir un bon retour sur investissement. Il y a des opportunités pour exploiter des ressources que demande aussi leur propre marché. Donc cela s'appelle le Mutual Act, qui est là. C'est un document
qui va être renouvelé. Au départ, c'est pas rien, hein, c'est une action d'aide au développement qui représente 2% du PIB des États-Unis, donc 7,5 milliards hein, à peu près, donc qui est mis en place par Truman et ensuite par M. Kennedy, le Foreign Assistance Act, et aussi cet organisme de United States Agency International Development qui existe toujours. Donc c'est pour montrer les convergences des volontés politiques, sinon géopolitiques, pour mettre en place tous ces, en tout cas la pêcherie crevetière. Et si on devait étudier d'autres ressources naturelles, on verrait que pour le bois, qui a beaucoup été exploité, pour la bauxite, etc., que c'était le même schéma pour occuper le terrain. Donc, au niveau des Américains, c'est le Foreign Assistance Act. Au niveau des Anglais, c'est le Development and Welfare Organization. Au niveau des Néerlandais, Welvaart Fund. Et la France, c'est le plan Monnaie et suivant pour poursuivre ses missions pour la pêche en Martinique, en Guyane, et financement des déplacements pour les travaux, des commissions à Port-au-Spet. Bon, ce qui était très, très, très amusant, on peut avoir tous ces rapports, où est-ce qu'on a même le menu, les déplacements, et les fonctionnaires, les agents de la préfecture qui vendent des différents services reviennent avec des rapports très, très détaillés, même assermentés. On n'est pas capable de leur fournir des statistiques de ci, de ça, parce que ça n'existe pas, ça n'a pas été mis en place. Donc, on continue notre propos. Donc, première pêche expérimentale se met rapidement en place, même si dès 1948, la connaissance des ressources pénéides sur le plateau de Guyane et surtout Guyana est connue. Alors, cette histoire de pêche crevetière, le plus gros spot de pêche crevetière, c'est le golfe du Mexique, à Tampa. Donc, c'est de là que vient une belle technique, une volonté de cette pêcherie. Donc, on voit bien encore la mémise d'un transfert de technologie à l'américaine sur cette pêcherie. En 1953-1954, il y a les deux premières demandes par M. Thomasin, qui n'est pas suivi des faits, puisque ce monsieur, j'ai du mal à savoir qui il est. En tout cas, dans les archives, je vois que c'est un agent du service agricole, même le directeur. Et puis d'autres me disent que non, c'est un Américain, en tout cas, qui va mettre en place ensuite la PIDEG. On va voir. En 1953, on a la construction de ce navire Orson II, qui est complètement dédié aux côtes guyanaises, mais par contre, il va très peu naviguer, mais il va permettre de faire les premières campagnes de recherche, hein, de prospection, parce qu'il faut les faire. En 1955, on a le renouvellement de ces autorisations de prospection à M. Thomasin, et cette fois-ci, il va s'y mettre. Le premier rapport technique de M. Durand, j'ai un ami de M. Durand, mais qui était directeur de l'époque des affaires maritimes. Il va faire 6 pages, il est très succinct. Et par contre, ce rapport, c'est le premier rapport de M. Maurice et de Valurzel, 30 pages. Dans ce rapport, c'est vraiment un descriptif technique de la pêche. C'est-à-dire ces deux messieurs vont embarquer sur un chalutier, sur des chalutiers au Guyana, et vont décortiquer la pêche. Donc c'est vrai que même si je me dis, tiens, si on peut commencer avec ce rapport, c'est très bien, que ce soit les panneaux de chalut, que ce soit les paniers, que ce soit les cordages, que ce soit comment sont faites les bannières des marins, tout est décortiqué dans ce premier rapport. Et comme ils le disent, technologie et biologique, il fallait tout d'abord décrire les engins, des méthodes utilisées par les crevetiers américains pour exploiter les fonds guyanais. Je pense que c'est prouvé, on va voir que par rapport à certaines choses, les chercheurs, les techniciens ont encore l'espoir que la pêcherie va être commencée par les Français. Mais la volonté politique au niveau des gouvernements n'est vraiment pas là. Mais ils font ce qu'il faut, ils font les rapports techniques, etc. Alors, quelques photos
de fait, de constat, hein, de toute façon. Hein. On l'a vu qu'au niveau, à l'époque, on peut dire que la pêche en Guyane, c'est une parent pauvre, mais comme pour beaucoup de choses. Hein. Comme pour beaucoup de choses, là on a l'appontement du Larivot, puisque c'est pas Cayenne. Hein. Cayenne est déjà avec son appontement dur qui a été construit en 1823. Par contre, c'est l'appontement au Larivot, où est-ce que la compagnie transatlantique fait quelques. Donc c'est vraiment une déchéance totale. Voilà. Là, c'est quelques marins-pêcheurs, des cabanes de marins-pêcheurs d'Anamite, pas à Cayenne. On oublie, c'est intéressant. Je me dis d'aller prospecter de ce côté. C'est à Saint-Laurent. À Saint-Laurent, il y a une grosse communauté de pêcheurs anamites, village chinois. Et ils étaient là. Donc la collecte de données fait défaut, comme pour la plupart des secteurs de production, sauf l'or et encore. La pêche artisanale est rudimentaire. C'est dans les rapports. Elle est inorganisée, mais il n'y a pas vraiment de volonté de la soutenir, on va voir. Le ravitaillement pour la population est déficitaire. On a vu tous les produits qui doivent être importés et qui deviennent de fait un patrimoine culinaire, qui rentrent dans le patrimoine culinaire de la population. Impossibilité de répondre au questionnaire détaillé de la commission. C'est pratiquement dans les courriers d'échange entre le préfet et ses agents hein, qui assistent, c'est pratiquement un courrier de honte, de déshonneur. Quoi. On ne peut pas indiquer s'il y a un port de débarquement, pas de port commercial. On ne peut pas donner la production par espèce, et même pas par nom vernaculaire. L'avitaillement, on ne sait pas s'il est privé, s'il est coopératif. L'usine de transformation n'en existe pas. La formation des prix, on n'en sait rien. Le commerce extérieur, peut-être qu'il y en a, mais il n'est pas suivi. Les tarifs douaniers, on ne sait pas comment il est vraiment appliqué. Aucune formalisation administratif, en tout cas, concernant la préoccupation de la commission de Port-au-Spain, Trinidad, pour les pêches. Le constat est sans équivoque. C'est une désuétude du développement économique de la Guyane et du secteur de la pêche en particulier, malgré le leitmotiv promouvoir le développement qui se perd dans des projets sans lendemain, comme trop souvent. Alors, on peut continuer sur ce constat. Hein. Évidemment, il y a peu de pêcheurs professionnels, pratiquement inexistants, hein, puisqu'ils ne sont même pas recensés. Le secteur de la production de la pêche face à l'orifère, face aux forestiers, face aux gros chantiers de l'époque et le galion ne fait pas le poids. C'est souvent de la multi-activité, mais quand même, on peut recenser une centaine de personnes en multi-activité, 30% de Chinois, Anamites, hein, précisément, puisque c'était des Anamites, des Créoles, des Européens d'eux, mais ce n'est pas européen. Il faut dire qu'en Guyane, même en Guyane, il n'y a pas que des Français. Hein. Avec ceux d'Uban qui sont restés, on parle d'Européens parce que souvent il y a des Allemands, il y a des Tchèques, etc. La pêche, on peut voir une petite activité, en tout cas une activité qui se maintient Cayenne, Saint-Laurent, Mana, Irakubo, Sinamari. Et les pêcheurs dits autochtones ne sont même pas recensés par, évidemment, les Kalinia, les autres, ils pêchent pour vivre. Il n'y a évidemment pas de description, sauf pour la marine marchande. Et les engins de pêche sont pourtant là. Hein. Les filets magnons, les tramailles, les palanques, les éperviers, la courtine, les barrières chinoises, de fabrication artisanale locale. Les embarcations sont légères, souvent à voile. Le moteur hors bord est très rare. Donc, pas d'installation froid à l'époque à Cayenne, à part le domaine de l'abattoir qui se met en place du côté du Vieux-Port, mais c'est très, très fragile. Même au marché, il n'y a pas de chaîne de froid pour la commercialisation du poisson, d'où l'intensification du séchage, de la salaison, du boucanage. Et les vendeuses, bien sûr, qui seront toujours là. C'est un petit aperçu de ce qu'est la pêche artisanale. Et Cayenne, à l'époque, a 15 000 habitants. Et comme on peut le voir, en 67, on est à peine à 45 000 habitants. Donc, on est pour la Guyane, là. Donc, voilà la situation. Donc, c'est vrai que souvent on dit il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais c'est vrai que le facteur de démographie, de peuplement, il est quand même important. Mais la population, elle est là, elle a une résilience, elle fait ce qu'il faut. Alors, moi, c'est ma petite recherche. Hein, l'industrie de la pêche en Guyane est quasi inexistante, vraiment.
Moi, je ne pense pas. En tout cas, c'est les rapports qui sont renvoyés. Vraiment, non. Il y a une pêcherie au requin à l'île Saint-Joseph qui est mise en place par M. Dambry avec ses propres fonds, hein, de chalutiers de fond. Et Irakubo, il y a M. Gérard, M. Lama, avec ENT qui modernise une pêcherie de poissons et qui vise aussi le requin. Ensuite, j'ai trouvé que malgré tout, du point de vue local, la population est toujours intéressée. Ici, on a la création d'une société SARL, les pêcheries guyanaises, en 1960. Hein. Bon, elle n'a pas fait long feu, hein, mais il y a toujours cette volonté. Je veux dire que ce sont des associés de la famille Smock, hein, avec 4 associés qui mettent en place, avec un fonds de 2 millions d'anciens francs pour mettre en place cette société de pêche. C'est pas pour rien. Il y a vraiment... Ensuite, on a le syndicat des marins pêcheurs qui se crée, on a le syndicat des phares et balises qui se crée, on a le syndicat des marines marchandes qui se crée. Et là, on ne la voit pas, mais c'était une carte postale où est-ce qu'on a des personnes qui demandent les opportunités pour investir et pour la pêche au pélagique, en Guyane. Ce qui est toujours, qui revient tout le temps, comme si c'est nouveau, mais on voit bien que l'intérêt a toujours été là, en tout cas l'intérêt local pour cette pêcherie est toujours là pour avoir des initiatives, même si ce n'est pas soutenu. Donc on va continuer notre propos sur la pêche crevetière. Je voulais montrer quand même que la pêche locale, les gens sont intéressés par la pêche, hein, même si ce n'est pas évident. Alors le gouvernement, les autorités voient l'opportunité de cette industrialisation. Bien sûr, les capitaux français ne veulent pas venir se mettre en masse sur la pêcherie crevetière. On a une technique étrangère qui va arriver, qui va permettre un développement, une formalisation du secteur, car on a vu qu'il y a une grande carence administrative, que moi je dis face à une dynamique locale quand même. Une modernisation, une mise en place des outils techniques de congélation, car il n'y a pas de chaîne de froid en Guyane. Les activités, les infrastructures de base, points et ports de débarquement doivent arriver. Donc ce sont ces opportunités d'industrialisation qui seront présentées pour accepter, parce que la pêche, de toute façon, je pense qu'ils ne pouvaient que faire ça, accepter. Sinon, au niveau des Américains, ils auraient un peu... voilà, il fallait accepter. Robert Vignon, dans Parallèle 5, hein, qui est son organe de... On dit de propagande maintenant, c'est son organe de communication, hein, car c'est un organe de communication qui nous apprend beaucoup de choses sur la Guyane, sur toute cette période. L'heure de la Guyane est désormais sonnée, notre pays écrasé sous ses richesses vierges, et tout destiné pour recevoir les énergies et les capitaux anxieux, d'assurer leur avenir et de se réemployer utilement. Les marchés de consommation comme celui de possibilités d'investissement, la conjoncture est éminemment favorable pour les ententes internationales. La pêche en Guyane devrait voir son développement. Donc il y a beaucoup d'espoir, vraiment. Hein. Il y a eu de l'espoir, il y a eu une période folle de l'aura. Et pour dire, bon, je ne l'ai pas rapporté là, le préfet Vignon, il croyait plus en la pêche au requin qu'en la pêche crevetière. Mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, il a beaucoup développé la pêche au requin comme une belle opportunité qu'on ne tenait pas. Alors, l'Orsom 2, ce petit navire qui a été construit en 1953 spécifiquement pour la Guyane, quand même avant qu'il soit désarmé très vite, il va faire une campagne de 12 mois, bien sûr, qui va ramener tous les premiers éléments sur les cartes de fond. Et ensuite, il va faire des rapports sur le projet d'exploitation commerciale, donc détailler la bande côtière comme elle est encore détaillée aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour dire qu'avec les moyens de l'époque, les océanographes et les scientifiques, les techniciens, ils étaient très précis, ils étaient très motivés. Ensuite, ils vont repérer les crevettes qui vont avoir un intérêt commercial, et bien sûr les crevettes que l'on connaît, la cibobe, qui aujourd'hui n'est pas pêchée, hein, par interdiction par arrêté préfectoral et volonté de la profession pêche. Ensuite, la Peneus astecus que l'on voit ici, et la brasiliensis qui est ça. Bon, il y a d'autres espèces de crevettes hein, que je n'ai pas nommées là,
et même à l'époque, puisque après c'est dans les années 80 qu'elles sont venues en exploitation, la crevette orange, la scarlett, que l'on connaît bien, qui à l'époque n'étaient pas encore visées. Elles sont visées après parce que les stocks commencent à baisser. Ensuite, il y a confirmation de la présence abondante de la ressource de pêche non exploitée en 1959. Et ensuite, ça va aller très vite, hein. Il faut dire que sur les autres plateaux de la Guyane, au Guyana, en 1958, ils sont déjà en pêche. Ils ont 12 chalutiers. Ils ont une production de 380 tonnes. Tout ça aussi par des capitaux américains pour le marché américain. Au Suriname, ils sont déjà 8 chalutiers. Projection, une centaine de chalutiers juste en 61 pour dire comment ils veulent aller très très vite et que par rapport à ça, les capitaux sont là. Mais on va voir, c'est une volonté d'exploitation irréversible pour le plateau des continentales de la Guyane. La grosse question pour la pêche en Guyane, il n'y a pas de port de pêche, hein. Il n'y a pas de port de pêche. On va voir que la pêche crevetière va permettre d'installer tout cela. À l'époque, on pense mettre opérer en Guyane qu'avec des navires-usines, hein. Donc, pour reprendre des petites phrases de M. Rimbaud, qui est un agent de deuxième classe de l'expédition maritime, il déplore, hein, c'est pour vous dire que les agents, les chercheurs, les techniciens étaient beaucoup plus concernés. Ils ne savent pas pourquoi le gouvernement tarde. Et voilà. Nous sommes les seuls des 3 Guyanes à ne pas exploiter ce banc de crevettes, dont le rendement est maintenant bien connu. Et si nos moyens sont insuffisants pour y parvenir, pourquoi ne pas accepter, comme nos voisins, le principe de l'établissement à Cayenne de chalutiers d'autres pays, donc étrangers, qui contribueraient ainsi à donner, dans le secteur de la pêche, un essor économique à la Guyane française et à développer cette industrie localement inconnue, puisqu'elle ne dépasse pas le stade de l'artisanat. Notre faune sous-marine non exploitée paraît constituer la meilleure réserve de la région Caraïbes. Elle le sera, et elle sera très fortement exploitée. Donc très vite, les mises en garde, je dois le dire, dans les rapports des scientifiques, des techniciens, les mises en garde, toutes les mises en garde que l'on voit aujourd'hui, on pêche les petites, où sont passées les crevettes, il y a la surpêche, sont déjà émises. On n'a même pas commencé l'exploitation de la crevette que les chercheurs, les techniciens, ceux qui font les prospections et la dynamique de population elle est en cours, hein, sonnent l'alarme, attention, attention. Attention, le chalutage intense, puisque bon, même si c'est 2 petits chaluts, c'est la pêche au tangan, destruction des cimatures de nombreux patients, destruction des lieux de port. Et puis ce qu'on déplore aussi, c'est qu'il y a une intensification, de la flotte, de l'effort de pêche par la multiplication des navires qui vont arriver. On déplore aussi l'exploitation qui va être de plus en plus intense sur le plateau continental par les chalutiers qui n'appartiennent pas à la région. Donc c'est clair que par rapport à mon propos, hein, certains pensent déjà, tiens, ce sont des navires étrangers qui viendront, qui prendront la ressource, et après. Et on va voir que c'est ce qui va se passer. Et le contrôle de des activités de ces chalutiers. Il n'y aura aucun contrôle. On va voir que les bateaux, que ce soit du côté de la COCOMA ou de la PIDEC, pendant longtemps, il n'y a eu aucun contrôle. Contrôle de prélèvement de la ressource, mais contrôle du travail humain et des drames humains qui se déroulaient à bord. Donc, et voilà, une préoccupation déjà, développement de la pêche à la surpêche. Donc aujourd'hui, la crevette n'est pas là. Pourquoi elle n'était pas là? On l'a pêchée, on l'a certainement trop pêchée, mais déjà, à la fin des années 80, elle était déjà bien trop pêchée. Donc un exemple de pêche, hein, puis l'exemple de la zone de pêche de la Guyane au moment de la mise en place de la zone économique exclusive. Il y a beaucoup de détails sur lesquels on pourra revenir après. Et je préfère avancer. Je suis aussi très bavarde quand il s'agit de ce sujet.
Alors, je ne peux pas ne pas passer sur ce problème de la guerre de la langouste. Et comme je l'ai dit dans mon propos, pendant que la France tergiverse à savoir comment elle va mettre en place les actifs pour développer cette pêcherie, elle va finalement laisser les actifs américains s'y mettre, ben on a la flotte, une flottille de langoustiers français, bretons, un peu écartés de la zone de Mauritanie, en recherche de zones de pêche qui vont venir sur la zone brésilienne. Il y aura un conflit qui va durer 3 ans. 3 ans, je pense, je l'ai noté, je ne sais plus. En tout cas, avec le Brésil. Avec le Brésil, il sera sérieux. Il y aura même des avions pour protéger la flotte de pêche aux langoustes. Et ce qui est un peu étonnant. Donc, ce conflit témoigne de la prédisposition de la flotte de pêche française qui aurait pu s'orienter sur la pêche crevettière en Guyane dès les années 60. Pourtant, cela ne s'est pas fait, car les métiers de pêche étaient soi-disant différents. Hein. C'est le motif qui est avancé par écrit. Hein. Caseilleur versus chalut à tongan. Technique inconnue des pêcheurs industriels français à l'époque. Donc c'est pourquoi on n'a pas eu cette opportunité. Je veux dire que, bon, je parle de ça, mais les pêcheurs Terre-Neuve qui vont venir ensuite de Terre-Neuve à faire la pêche crevettière, dont je suis je sais bien, ben, eux, ils n'ont pas hésité à changer de métier pour venir. Donc ils auraient pu le faire, mais c'est comme ça. Et finalement, ces langoustiniers français vont avoir un accord avec le Honduras, Costa Rica, pour aller pêcher la langouste là-bas. Et la Guyane sera livrée aux capitaux américains, comme on va le voir. Les dossiers sont présentés à la commission de Port of Spain, sont étudiés là, préférablement, mais avec les échanges ministériels et les échanges essentiellement ministériels d'ailleurs. Hein. Il y a la SATEC qui est mise en place, qui est la Société d'assistance technique de crédit, qui aussi va regarder, mais il faut bien comprendre qu'il y a une part, un volet d'aide des sociétés du côté USA, et ces sociétés vont essayer de craquer, comme on dit, de prendre le maximum aussi d'aide hein, du côté français, pourquoi pas. Donc, on reprend encore les éléments de cette belle étude faite par Maurice et Valurcel, qui va tout reprendre, mais ce document va resté très très confidentiel, comme si le gouvernement français, enfin les instances gouvernementales ne veulent pas vraiment intéresser encore les armements français sur cette pêche. Donc c'est un document qui sera très peu diffusé au niveau français. Par contre, là, les décisions sont prises, et comme je vous dis, la pêche va se faire de Tampa, au golfe du Mexique, qui vont suivre là, et arriver de toute façon sur la pêche sur le plateau des Guyanes. Ensuite, ça s'arrête un peu, mais il y a aussi une flottille hein, au niveau de Belém, mais qui n'est pas si performante. Le point de grande pêche, c'était devant la côte de la Guyane française, hein, et on va voir que c'est là que se va jouer beaucoup de choses. Donc le schéma de pêche avant l'instauration des zones économiques exclusives, les bateaux naviguent jusqu'à la rivière Para, proche de l'Amazone, et les mieux armés, accompagnés de bateaux-mers à l'époque, hein, remontent jusqu'au plateau des Guyanes, avant le Guyana. Et les armements qui sont basés en Guyane française sont considérablement avantagés, étant une situation géographique médiane. Donc, en Guyane, on va débarquer jusqu'à 8000 tonnes de crevettes dans les meilleurs temps. Les sociétés maintenant, puisqu'il convient de dire qui était là, hein, les premières sociétés, on va voir, hein, les premiers logos, hein, la Man Fisheries à Saint-Laurent, la Pideg, hein, la Rivo. Donc en 2 ans, le développement est spectaculaire. Hein. Une flotte de plus en plus nombreuse de chalutiers va pêcher au large. À la fin des années 60, devant Cayenne, hein, même avant que Cayenne ait ses propres armements, il y aura, puisque c'était encore libre d'accès, on aura jusqu'à 300 chalutiers pêcheurs sur le plateau des Guyanes.
Et le spot, ça sera vraiment devant Cayenne. Souvent, les marins-pêcheurs peuvent avoir, on a des témoignages que les bateaux de pêche déployaient leurs tongans aussitôt sortis des amandiers et commencent à pêcher, hein, de toute façon. Tout se fait dans les pays voisins au début, étiquetage et exportation sur le marché américain exclusivement. Alors, fin des années 50, début des années 60, la Man Shrimps, Cocoma Saint-Laurent, société américaine, on va voir les détails tout à l'heure. Ensuite, la Pideg, Cayenne Larivo, qui est beaucoup plus connue, société franco-américaine. En 63, la production pour la Guyane est de 1600 tonnes, ETT. 1369, ça baisse déjà, ETT toujours, mais c'est colossal. Pour le poids total, il faut rajouter 30% à peu près. Ces deux sociétés vont mettre en place les premières infrastructures à terre à Saint-Laurent et à Cayenne, s'il faut le leur dire. Donc, ça, c'est la petite réflexion. Tant pis pour les pouvoirs à l'époque qui n'ont pas décidé que ces sociétés devaient faire des infrastructures bien plus solides que des quais en bois, etc., pour que ça puisse perdurer, même si elles sont parties. On va voir qu'elles vont partir presque en même temps. Le projet d'accroissement des capacités de production, plus de chalutiers, des infrastructures, des installations internes, la chaîne de froid, congélation, emballage, installation, tout se faisait en quasi zone franche. Hein. Tout le monde se souvient, tout le monde, excusez-moi, en tout cas ceux qui de l'époque se souviennent de la Pidec comme d'un petit paradis américain où est-ce que tout est impeccable, pain à la chaux, le gazon tendu, etc. On utilise presque du dollar à l'intérieur, quasiment, etc., etc. J'aime bien, il y a eu un armement français à l'époque, la Sepdom, qui n'a pas duré longtemps, elle a duré au moins 4 à 5 ans, qui avait 4 chalutiers de 30 mètres, donc assez grands, d'octobre 63 à juin 64, qui faisaient de la pêche à la cibobe et qui exportaient cette cibobe directement sur le marché français. Donc il faut voir qu'il y avait des velléités. Et cet armement, il était basé à Dégradé-Cannes. Donc à Dégradé-Cannes, il y a déjà une volonté aussi d'aménager un port de pêche. En tout cas, une zone de débarquement pour la pêche. Donc on voit bien que ceux qui se font aujourd'hui, parfois ça nous étonne, ben, ça a toujours été là aussi. Alors, pour la Guyane, le développement de la pêche va être inclus dans ce qu'on va appeler les plans de développement économique et social, et la pêche va être mise en avant comme une priorité, 75 à 85, sans que parfois on donne vraiment les moyens, mais c'est une volonté politique qui va être assénée, qui va être, comment dire, répétée et répétée. Là, on a le port du Vieux-Port, le Vieux-Port, qui est la seule infrastructure portuaire qui est en dur, qui a été construit depuis 1823, et pour le reste, il n'y a rien du tout. Donc, la principale infrastructure portuaire qui se trouve à Cayenne, on a le port en béton, le port du Larivot, un appontement en bois très mal en point. Par contre, c'est un endroit idéal qui est pour améliorer, en tout cas, même plus idéal que le vieux port à Cayenne. La Saint-Laurent-du-Maroni possède un wharf et les autres communes ont des appontements en bois de faible importance, sinon rien du tout. Donc je ne vais pas m'attarder sur le marché. Hein. Le marché, de toute façon, la production halieutique, en tout cas crevetière, elle est quasi exclusivement pour l'exportation. Et le premier marché captif, c'est effectivement le marché américain. C'est pourquoi les crevettes sont étêtées. En Amérique, c'est très très rare de voir des crevettes entières, même aujourd'hui, hein, puisque c'est un fait gastronomique, une tradition d'étêter les crevettes. Mais je pense que ça a déjà une origine de conservation du produit, étant donné que quand on regarde la tête, le produit peut s'abîmer, noircir plus rapidement que quand on l'enlève. Et quand les Américains pêchaient un peu partout, il fallait étêter. Alors, la Cocoma et même la Cocama, pour la Cocoma, la compagnie de congélation du Maroni, et avec le gros projet, la compagnie de carénage du Maroni. Donc c'est une société qui va s'implanter qui va s'implanter en 1961, 100% américain.
ils vont construire des entrepôts, des chambres de conciliation du WAF. Il va avoir un positionnement transfrontalier avec le Suriname, c'est-à-dire que dans les témoignages, et on voit bien que les autorités françaises ne savent pas vraiment ce que fait cette société, étant donné que même pour le personnel, il y a un grand transbordement d'actifs qui se fait d'une rive à l'autre sans que les autorités puissent vraiment tout suivre. Il y aura jusqu'à 50 crevetiers chalutiers à Saint-Laurent, début 70. Une usine de traitement, de congélation, de conditionnement. Et la société va partir brutalement en 1975, mais ils avaient un grand projet. Ils ont en tout cas annoncé ce projet certainement pour avoir encore plus d'aide et pour rester, de mise en place d'une grande zone de carénage et le projet d'une usine de farine de poisson qui ne verra jamais le jour. Le personnel encadrant viendront hors de Guyane. Hein. Je vais vous montrer des exemples de fiches de personnel venant des USA et d'Europe du Nord. Pour la petite histoire, en 1959, il y a 13 Suédois qui arrivent, capitaines suédois qui arrivent et qui vont exercer pendant 5 ans dans cette compagnie. Il y a 250 ouvrières recensées, mais je pense qu'il devrait en avoir bien plus. Quand je discute avec les personnes qui ont 70, 75 ans, elles ont bien connu cette époque où est-ce qu'elles avaient des jobs assez facilement dans cette entreprise. Et la production moyenne annuelle, au départ, était de 2500 tonnes été, et la COCOMA seule voulait atteindre 3000 tonnes de crevettes en additionnant 20 chalutiers supplémentaires. Donc, pour vous dire comment ils avaient de gros projets. Donc, le petit logo de la COCOMA, on a beaucoup de courriers comment dire, de mécontentement, parce que la COCOMA, d'un côté, veut toujours plus. Par exemple, les dernières discussions, c'était pour avoir la prime d'équipement de tous les installations. Ensuite, les bénéfices, les exemptions sur la fiscalité, des bénéfices qu'ils réclamaient, et en même temps, l'administration française n'avait jamais de rapport complet comme demandé pour pouvoir statuer sur telle ou telle chose. On va noter qu'en 1975, fermeture brutale et liquidation de l'usine. Ils partent vraiment. Ils vont fermer l'usine, liquider l'usine. Ça va prendre un peu de temps, 76, 77 totalement. Et les bateaux seront rapatriés sur le Guyana. Et on va voir que pour la PIDEG, le capital américain fort de la PIDEG va partir à cette même date. Donc on peut comprendre qu'il y a une coalition d'intérêts non satisfaits à cette époque par les capitaux américains qui vont être remplacés par d'autres par rapport à cette concomitance de dates. Donc pour la PIDEG, je retrouve la trace d'une société Thomson dès 1950, mais qui fait seulement du repérage pour installer le terrain. Le WAF va être renforcé, les baraquements vont être faits aussi. Il y a une demande de construction d'un quai béton dès 1950, hein, et pourtant c'est refusé. Hein. Donc pour voir comment on loupe les opportunités de mettre en place des infrastructures sérieuses, hein, dans un premier temps. En 1962, il y a la création franco-américaine avec la famille Magnon, actionnaire minoritaire, mais vraiment minoritaire. Et je pense que c'est cet actionnariat français qui va faire que la PIDEG va rester un peu plus longtemps que la COCOMA, parce que Borden, le groupe Borden américain qui possède le capital à 86%, part aussi, comme la COCOMA, en 1975. Et ça fait très mal. Déjà, c'est un retrait qui est brutal. Mais la PIDEG, qui gardera son nom, saura rebondir et va accepter les capitaux de Salman Seafood, qui va rester jusqu'au moment de la francisation, hein, et qui va porter quand même le projet PIDEG jusqu'à ce qu'il ne peut plus, puisqu'il soit plus viable. Donc bien sûr, c'est un positionnement Larifo. Les demandes de concession sont nombreuses et parfois rejetées. Bon, j'ai trouvé des documents où est-ce que la PIDEG demande aussi des terrains au niveau de la pointe Macouria pour s'agrandir, mais le Conseil général va refuser.
Les conditionnements se font aussi au niveau du poisson parce que les prises accessoires deviennent vraiment un problème, jusqu'à 300 tonnes dans l'an. On met en place déjà, par rapport à la société Magnan, oui, la compagnie de mariage de Guyane qui va devenir Armement de mariage de Guyane, comme on va voir, et qui va permettre à la PIDEC de rester plus longtemps que la COCOMA. Voilà. Donc, une petite image, hein, le quai maintenant ce qu'il est, hein, et voilà. Et par rapport à... La PIDEC est vraiment radiée en 2009, officiellement. Une petite idée de toutes les sociétés qui vont venir, prendre un peu de leurs crevettes autour de notre plateau de Guyane. Encore, toutes ces sociétés existent encore, elles se sont déployées ailleurs. C'est peut-être une petite réflexion pour dire que quand l'intérêt capitalistique n'est plus là, les sociétés, elles ont beaucoup d'actifs, elles savent se replier ailleurs. Donc en 90, il y a jusqu'à 80 navires crevettiers basés en Guyane. On a des compagnies américaines, Salman Seafood, 47 licences, la plus grande, mais ça va très vite baisser. Versaghi, Shrimps aussi qui existe toujours. Les sociétés japonaises sont présentes. Yutaka Fisheries, grande famille. Avec Nishin Gyogyo Kaisha aussi, grande famille avec de gros bateaux de pêche industrielle, et Akodate Koka Gyogyo, de licence, petit peut-être, mais une présence qui est encore plus significative au Suriname et au Guyana. Déjà, la francisation se met en place avec 11 crevettiers communautaires, la CFP. Dans le couloir, vous avez vu des plans de son installation. Les pêcheries internationales qui commencent francisées grâce au rachat par la famille Magnan de 2 chalutiers. Et l'armement mariage de Guyane, Armag, avec 2 chalutiers. Aussi Didier Magnan qui prend sa part à titre personnel, son investissement à titre personnel dans la pêcherie en Guyane. Donc les armements français confient toujours leur production en transformation à Salman Seafood. Puis très vite, ce que va provoquer la francisation, c'est que chacun voudra sa propre usine de transformation, ses propres entrepôts frigorifiques, ses propres stocks d'affinage. Donc tout ça, ça sera des surcoûts qui ne vont jamais être compensés par rapport à une production en baisse. Évidemment, les Américains étant mis à la porte, le marché se fermera de fait à la production française, sinon franco-guyanaise, il y a une petite faute. Bon. Donc, on peut remarquer, par rapport à tout ce que je viens de dire, que c'était déjà indiqué, on est face à une activité extravertie à la Guyane, pour longtemps encore, peut-être pas, je ne sais pas, mais il faut beaucoup de capitaux pour mettre en place la pêcherie. Les capitaux sont étrangers, le marché est étranger, la technique est étrangère, les plus-values se font hors du territoire, les échanges commerciaux se font avec les étrangers, les réparations pareil jusqu'à aujourd'hui. Hein. Souvent, les bateaux doivent aller au Suriname pour se faire réparer. Et les personnes ressources qui ont évolué. Et heureusement que ces personnes ressources ont pu, en tout cas, elles sont restées. Hein. Elles ont fait souche en Guyane pour la plupart. Et elles font partie, je pense qu'il y a des personnes qui ont eu des parents, des grands-parents qui sont arrivés en Guyane par rapport à la pêche ou peut-être qui ont travaillé dans ce secteur. Donc pour terminer, on est presque à la fin. Alors on ne voit pas... la francisation est irréversible. Hein. Dès le départ, hein, si la France avait voulu... la pêcherie aurait pu être française, hein, mais on a beaucoup douté, puis on n'a pas mis les capitaux qu'il fallait, parce que c'est un secteur très capitalistique. Hein. Il faut beaucoup de capitaux pour acheter un bateau, pour mettre en place les chaînes de froid, etc. Et quand on laisse partir ça, c'est difficile que ça revienne. Donc les 2 précurseurs, forte volonté politique de la francisation, qui était irréversible de toute façon, c'est messieurs Ottilie et monsieur Ottilie et monsieur Castor. Voilà. La conjoncture, par contre, est défavorable pour 7 ans. On sait bien que la pêche est déjà en récession. C'est la fin des grands chantiers pour la Guyane. Sinon, la grosse critique de la politique de mise en place d'infrastructures lourdes, telles que des ponts d'Alicé, du premier président du conseil régional. Donc, un fort ralentissement de la croissance en Guyane. Des milliers de travailleurs étrangers sont appelés sur les grands chantiers, qui ont été appelés sur les grands chantiers sans licenciés. Et les grèves, les manifestations
qui sont justifiées, hein, puisque la lutte pour le travail, pour l'amélioration des conditions de travail a toujours été là. Elle infiltre déjà bien plus avant le milieu de la pêche. Donc ces grèves, ces manifestations demandent aussi la francisation et surtout la reconnaissance de ceux qui font marcher le secteur de production en Guyane et celui de la pêche en particulier. Ce sera la période de grande, expulsion de travailleurs du Guyana ou du Suriname parce qu'ils font grève, hein, de façon impromptue. Et c'est un combat que mènera, je peux dire, des personnes telles que M. Pindar pour faire révéler ces choses. On ne peut pas expulser des personnes qui font marcher des secteurs de production qui ont été clés parce qu'elles revendiquent de meilleures conditions de travail. Donc les principes de la francisation vus par Élie Castor et Georges Outilly, deux hommes politiques leaders en ces années 1980. L'industrie de la crevette, s'agissant d'une activité déjà fortement structurée, doit poursuivre le développement du secteur à moyen et long terme. La finalité de cette politique doit être d'augmenter la plus-value régionale de ces produits. Une nouvelle politique douanière pour un transfert de ressources pour la promotion d'unités de production locale. Là, c'est tout à fait la critique, hein, étant donné que les produits sont pêchés et la transformation se fait hors de Guyane. La plus-value n'est jamais restée vraiment en Guyane. Tout allait contrer cette volonté politique. Nous en discutons. Merci de votre attention et de votre intérêt. Je vais rester comme ça. Merci de votre attention. J'ai encore quelques petites diapos, hein, bien sûr, parce que le sujet, c'est mon sujet, quoi. C'est mon sujet académique. Et j'ai plongé dans la pêche pendant 15 ans en Guyane, à l'extérieur, en Irlande, essentiellement sur les côtes françaises, un peu en Afrique et au Japon. Ça, le Japon, c'était une grande expérience. Et je sais que, même si professionnellement, je ne suis pas dans la pêche, mais c'est mon sujet académique, j'ai un titre académique sur le sujet. Et intellectuellement, je suis souvent à en discuter, en tout cas même au niveau de mes collègues chercheurs ou techniciens et marins-pêcheurs que je rencontre fréquemment. Donc, on va passer. Je tiens à remercier ces personnes qui sont là. Je ne sais pas, le capitaine Tulsi, hein, c'est pas Tulsa, je sais bien, qui sont des personnages qui sont dans ce livre. Hein. Monsieur Guillaume, Nicolas, Monsieur Magnan, Annette, Diane Philibert, Monsieur Petit, qui est là, un grand marin-pêcheur avec qui j'ai passé presque une année à bourlinguer pour accueillir pas mal de témoignages. Jocelyne, Monsieur Bingwang aussi, qui est décédé peu de temps après que j'ai pu le voir du Covid. Monsieur Berthold, Jadson, Madame Thérésine, Monsieur Emmanuel, François Bernard, Grand Saint-Lucien, le premier que j'ai vu, intarissable. Madame Sylvia Pitre et Monsieur Alexandre Justin, que j'avais rencontré le premier, qui m'a donné beaucoup de ficelles. Et ces photos de Maturi, la dynamique qu'il avait gardée et que j'ai pu utiliser. Donc voilà. Des témoignages de monde d'entrée, hein, sur le territoire à l'époque, hein, de personnel cadre, de personnel non cadre. Donc il y a eu beaucoup de ces archives qui sont disponibles. Et puis c'est vrai que repérer, tiens mon grand-père, tiens tel. C'est ainsi que j'ai repéré qu'il y a eu 13 marins pêcheurs, 13 capitaines, c'est pas des marins pêcheurs, venant de Suède, qui ont été employés par la COCOMA à Saint-Laurent. Ils sont restés 5 ans à Saint-Laurent. Donc j'imagine ce que ça veut dire, et que j'ai romancé un peu dans le roman L'Or Rose de Guyane. Petite photo au clin d'œil, hein.
Parce qu'on n'aime pas l'eau, mais l'eau est toujours pareille. Et bon, je peux dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages où est-ce que les personnes, les personnes du territoire, eh ben, elles sont dans l'eau, elles s'occupent. Là, c'est un ancien pont, concours de nage en rivière. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui il y aurait un concours de nage en rivière, s'il y aurait à Irakubo, s'il y aurait beaucoup de monde. Donc voilà, la grande période de l'Apideg. Hein. Il y avait deux chaînes de transformation. Les paquets, ce sont des crevettes étêtées, hein. Ce n'est pas des crevettes entières. Hein. Donc tout ça, c'est dans le petit package Maturi la dynamique à l'époque qui avait été faite. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en recherche de photos, hein, de témoignages en ce qui concerne la pêche en Guyane en général. Aussi ancienne que possible. Quand il y avait les bateaux à voile, c'est très rare. Et puis voilà quoi. Mais ça vient, je commence à en avoir parce que bon, c'est comme ça. Il faut commencer à faire quelque chose pour repérer et commencer à les collecter. Donc voilà. Si je peux avoir vos questions, je suis à votre disposition.